Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais avant tout dire merci au professeur Bideko qui a eu cette idée de créer, avec votre appui, bien sûr, l'appui de l'OMS, ce cycle de conférences qui permet finalement aux chercheurs de partager les résultats de leurs recherches avec la communauté, avec les politiques en fait. Donc c'est un espace qui fait en sorte que les choses les plus complexes soient traduites en langage plus simple pour que ça soit accessible à tous. Et c'est même là l'enjeu de la recherche. La recherche, quand on fait la recherche, c'est pour que ça soit utile à la population. Et ça doit être dit avec des mots simples pour que ceux qui ne sont pas adeptes de la recherche puissent comprendre ce qui a été trouvé comme résultat à travers des études et puis les recommandations qui ont été éditées pour pouvoir les mettre en pratique dans les politiques de santé. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est l'évidence scientifique et prise de décision de santé. Ce sont les décisions de santé en Afrique. Alors, ce thème est d'une importance capitale. Comme nous le savons très bien, les données sont à la base de la décision. Voilà. Et c'est même ça l'enjeu de cette communication. Il y aura quelques points clés que nous allons aborder aujourd'hui. Et éventuellement, je vais être un peu court, mais vraiment précis pour que les gens comprennent un peu ce qu'on veut transmettre comme message pendant cette conférence. Donc, pourquoi parler de l'évidence scientifique et quelques concepts, le rôle de l'épidémiologie dans la prise de décision, comment produire les évidences scientifiques à partir des données de la recherche et comment produire des évidences scientifiques à partir des données de routine et faire un état de lieu de la production des évidences scientifiques en Afrique et comment obtenir les évidences scientifiques et les transformer en décisions robustes et efficaces pour que ça puisse impacter sur les indicateurs de santé. Et éventuellement, c'est dans cette partie qu'on parlera de la conférence, le premier congrès d'épidémiologie de santé publique qui a émis un certain nombre de recommandations à ce propos. De manière générale, je ne vais pas faire un cours ici, mais je voudrais juste échanger avec vous, tous ceux qui nous suivent, que de manière générale, notre continent est confronté à des épidémies récurrentes. Et ça, c'est une évidence. Et les crises sanitaires récentes que nous avons vécues, éventuellement la COVID-19, l'épidémie de Mpox et la montée en puissance des maladies non transmissibles ont montré que la qualité de nos décisions détermine la qualité de résultats sanitaires. Et donc, vous savez que dans la plupart des cas, les décisions sont souvent prises ici dans l'urgence. On est comme dans l'urgence en permanence. Et souvent, on oublie les bases même qui nous permettent d'agir avec efficacité. Et donc, il y a un besoin croissant de revoir un peu des approches rigoureuses basées sur les preuves. C'est-à-dire que les décisions soient prises à partir de preuves, de données probantes. La problématique ici, c'est quoi? Il y a une faible utilisation des données dans la planification sanitaire dans nos systèmes de santé, et ça, c'est une évidence. Et les systèmes d'information sont fragmentés, des données parcellaires qui font qu'on a des difficultés à pouvoir prendre des décisions sur des données qui sont fiables. Le fait que c'est fragmenté et chaque programme va prendre des petites décisions à son niveau par rapport aux données qui sont disponibles à son niveau. Et pour améliorer donc la qualité de nos décisions, les évidences scientifiques reposent donc sur des données rigoureusement produites et analysées. Rigoureusement produites et analysées. Et là, c'est vraiment l'enjeu même de la communication. Et les évidences scientifiques vont donc nous permettre de réduire les décisions fondées sur l'intuition, des décisions fondées sur les opinions,
sous la pression politique. Décider sur la base des preuves, c'est donc décider avec plus de justesse et de cohérence. Pourquoi parler des évidences scientifiques? C'est pour garantir l'efficacité des interventions. Elle permet d'influencer ce qui fonctionne réellement, d'identifier ce qui fonctionne réellement pour qu'elle évite de financer, de généraliser des interventions inefficaces, inutiles. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont totalement inefficaces, mais qui sont répétées à longueur d'année et avec des résultats qui ne sont pas cohérents. On parle de l'évidence scientifique aussi, c'est pour optimiser l'utilisation des ressources. Les ressources sont limitées dans notre contexte. Il faut donc optimiser leur utilisation et l'évidence scientifique, c'est ça qui va nous aider à optimiser l'utilisation des ressources qui sont déjà maigres. L'évidence scientifique aussi, c'est pour renforcer la crédibilité et la légitimité des politiques publiques. Et ça, c'est très intéressant. Les décisions appuyées par des évidences sont plus défendables face aux partenaires techniques et financiers, aux professionnels de santé. C'est-à-dire que ça nous permettra de défendre avec beaucoup d'efficacité ce que nous faisons sur le terrain. Nous avons des financements des partenaires, mais il faut défendre ce qu'on a fait avec l'argent, et c'est à travers des données réelles, des résultats probants. Alors, l'évidence scientifique aussi, c'est pour anticiper plutôt que de réagir. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour les épidémies, nous avons l'impression que chaque fois, on reprend tout à zéro, alors qu'on est exposé de manière continue aux mêmes problèmes, mais à chaque fois, nous sommes comme si on est en train de tout apprendre. Et ça, c'est un problème. Et c'est aussi pour réduire les inégalités en santé, pour mettre en lumière les groupes vulnérables, les disparités géographiques et sociales, et cela permettra d'orienter les politiques plus équitables en matière de santé publique, pour harmoniser les pratiques et les normes. Vous voyez, à un certain moment, vous êtes dans un département, il y a d'autres pratiques, vous allez dans un autre, pour les mêmes pathologies, c'est d'autres pratiques, et ça crée des inégalités en termes d'accès aux soins, avec toutes les conséquences que nous avons en matière de la mauvaise qualité des indicateurs de santé. Pour pallier à la recherche, l'action et l'impact. Donc l'évidence scientifique est le pont entre la recherche et la décision politique. Sans elle, la recherche reste théorique. Avec elle, elle devient utile et ça apporte les résultats. Alors, le deuxième point que je vais aborder ici, c'est des enjeux de décision basés sur les données probantes pour l'Afrique. Et quand je parle d'Afrique, je fais un focus sur l'Afrique subsaharienne, parce que c'est là où on a un peu plus de difficultés. Nous avons ces enjeux-là, d'anticiper les épidémies plutôt que de réagir. Et ça, aujourd'hui, s'il y a une épidémie de Covid qui se répète chez nous, vous allez voir que c'est comme si on reprend tout à zéro, alors qu'on a été frappé largement par cette épidémie. Renforcer la souveraineté sanitaire. Nous devons être capables de produire, d'agir, de mettre des programmes qui répondent aux besoins que nous avons dans notre contexte de pays africains et optimiser les ressources limitées. Et vous allez voir que si on travaille avec les données probantes, nous allons accélérer l'atteinte vers les objectifs de santé publique et éventuellement les ODD comme on a l'habitude de le faire. Alors, dans ce contexte, la conférence présente ici le rôle des évidences dans le système de santé, dans les évidences scientifiques, et explique les méthodes épidémiologiques utiles pour la décision et identifier les défis et les pistes d'amélioration pour notre continent, sous-continent. Alors, il y a plusieurs définitions que vous pouvez écouter, lire un peu partout, mais en fait, l'évidence scientifique, c'est l'utilisation consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données disponibles pour prendre des décisions concernant les soins des patients de manière individuelle ou collective. Le principe ici, c'est intégrer l'expertise clinique individuelle avec les meilleures preuves externes issues de la recherche systématique. En fait, il s'agit d'associer les résultats à la pratique.
C'est ça l'évidence, les résultats probants, réels, validés. Alors, c'est une notion un peu récente puisque il y a quelques années seulement, en 1992, où cette notion a été mise en exergue et a été reprise par plusieurs organisations internationales, y compris le CDC au niveau mondial, au niveau des États-Unis. Donc, aujourd'hui, c'est reconnu que par tous les professionnels, les chercheurs, qu'il nous faut baser sur l'évidence pour améliorer tant soit peu ce que nous faisons sur le terrain. Alors, vous allez avoir plusieurs définitions. Je vous laisse lire. La médecine fondée sur les preuves, c'est par exemple la pratique fondée sur les preuves, c'est la médecine basée sur les données scientifiques, et ainsi de suite. Ce sont les définitions qu'on donne. Ce sont des synonymes que vous allez rencontrer, mais ça dit la même chose. Hein? Pratique clinique fondée sur les preuves, médecine informée par les preuves, et ainsi de suite. Donc, c'est des concepts que vous allez... Mais les évidences scientifiques, vous voyez, les évidences scientifiques, ce sont des données probantes. Ce sont des données probantes, des preuves scientifiques. C'est ça qui est le plus important. Et ça nous aide donc à décider. Ce sont des faits établis. C'est-à-dire que si on a dit que ce médicament-là cause tel effet, et c'est vrai, il n'y a pas de doute, avec des marges d'erreur, bien sûr, en statistiques que nous connaissons. Ce sont des résultats éprouvés, des données vérifiées. Pourquoi ce thème est vital? Parce que le continent, je l'ai dit, est fortement exposé aux crises et à une faible intégration des données dans l'action publique. Souvent, c'est pendant des réunions qu'on décide, bon, on va faire ceci, on va faire cela, mais en réalité, il faudrait qu'on parte sur la base de données. Nous avons des décisions souvent basées sur l'urgence plutôt que sur la projection. Donc, on attend, on est confronté à la situation et on commence à chercher des solutions. Et la preuve scientifique dans ce contexte devient donc un outil de souveraineté sanitaire. C'est pour développer ce que j'avais déjà dit avant, renforcer sa capacité à produire, analyser et utiliser ses propres données afin de bâtir des réponses adaptées à ces réalités. Voilà l'enjeu de l'Afrique aujourd'hui avec toutes les situations sanitaires que nous connaissons. Les objectifs de la prise de décision fondée sur les données probantes sont de réduire donc les variations dans les pratiques, d'améliorer la qualité des soins, d'optimiser les résultats pour les patients et réduire les coûts des programmes. Nos programmes coûtent excessivement cher parfois pour rien, parce que ce n'est pas optimisé. Les dépenses ne sont pas souvent optimisées. Alors, dans tout ça, quel est le rôle de l'épidémiologie? Moi, je suis épidémiologiste, donc je vais vous expliquer tout à l'heure que l'épidémiologie va jouer un rôle décisif dans la production des données probantes. Donc, l'épidémiologie fournit des données et méthodes pour guider les décisions. Ça permet d'éviter des décisions basées sur l'intuition et l'urgence et ça constitue une base essentielle pour la gestion des programmes de santé au niveau national, sous-régional et autres. On ne peut pas aujourd'hui gérer nos systèmes de santé si nous n'avons pas l'épidémiologie à la base, parce que c'est un outil de diagnostic des problèmes et d'orientation des décisions. Alors, le rôle de l'épidémiologie dans la prise de décision, 1, c'est de comprendre les problèmes de santé, 2, anticiper et faire des prévisions, d'évaluer l'impact des interventions, aider à la décision et communiquer les résultats. Vous voyez? Alors, quand on communique les résultats, l'épidémiologie devient donc la boussole pour la décision. On ne peut pas décider sans se baser sur des données épidémiologiques. Certes, il y a des décisions politiques, mais les décisions politiques sont souvent à l'opposé des décisions scientifiques, parce que c'est normal. On ajuste toujours. Et on va donc réduire les incertitudes et optimiser les ressources et rendre indispensable, c'est-à-dire que l'épidémiologie devient un outil indispensable pour le fonctionnement de nos systèmes de santé. C'était le rôle de l'épidémiologie en tant que science qui produit les données et qui oriente vers les décisions. Et à partir de l'épidémiologie, je vais donc présenter, sinon parler des méthodes pour produire les évidences scientifiques. Et nous allons produire des évidences scientifiques, d'abord, 1, à partir de données de recherche, et 2,
à partir de données de routine. Moi, j'ai le 10R ici, je l'ai demandé de venir expressement, parce qu'ils ont beaucoup de données de routine, et ça doit servir à la prise de décision. Voilà. Et donc, nous allons étudier ces deux cas. Premièrement, comment produire l'évidence scientifique à partir de données de recherche. Alors, il y a plusieurs types d'études en épidémiologie que vous connaissez, donc je ne vais pas passer trop du temps. Des études qui nous permettent de décrire des problèmes de santé, des études, donc c'est des études descriptives, des études qui nous permettent d'identifier les facteurs qui expliquent la survenue des événements de santé, et ce sont des études analytiques, et les études qui nous permettent d'évaluer l'efficacité des interventions, qui sont des études interventionnelles. Et à côté de cela, vous avez dans les programmes de santé la surveillance et puis la réaction post-catastrophe telle que nous avons l'habitude de voir, répondre à une urgence. Et là, on met toutes les méthodes ensemble et on essaie de trouver quelle est la solution la plus idéale. Vous avez les mêmes études que je viens de citer. Les études descriptives sont des études transversales qui font une photo instantanée. Les études de cohorte, des études de cas témoins sont des études observationnelles qui nous permettent d'établir des liens entre l'existence des maladies, par exemple, et les facteurs qui expliquent la survenue de ces maladies. Et nous avons des études interventionnelles qui sont des études comme les essais cliniques randomisés, où ça permet de contrôler les biais, les erreurs, et ça donne des résultats assez efficaces pour agir sur les systèmes de santé. Si nous avons des résultats des études, toutes les études, deuxième point, toutes les études épidémiologiques ne se valent pas. Voilà. Donc, il faut plutôt les classer. Donc, dans un pays, on regardera ce qui a été fait. Et si on classe par ordre, par leur capacité à apporter la preuve que le problème existe réellement, et vous allez voir que on est encore au début du siècle. Et ça pose problème, effectivement. Alors, donc, la médecine fondée sur les preuves guide les décisions sanitaires. Et toutes les études, j'ai dit, ça ne se valent pas. Et les niveaux de preuve orientent donc sur la qualité de ces données qui ont été produites par la recherche. Donc, vous allez voir, je dis souvent qu'on fait beaucoup d'études et on fait une pollution scientifique où les données ne servent pas à grand-chose. Et donc, il faut les classifier pour voir à quel niveau nous en sommes. Et vous allez voir avec des études réalisées sur la mortalité maternelle, et ainsi de suite. J'ai pris des exemples simples. Allons-y. Alors, je vais, dans cette communication, utiliser une méthode assez simple. C'est ce qu'on appelle la méthode de la classification de grade, Grading and Recommendation Assessment, Development and Evaluation, qui est largement utilisée pour classer. C'est-à-dire que vous avez produit des milliers d'études au Congo, on va les classer pour voir vous êtes à quel niveau, vous apportez quelles preuves scientifiques. Et je l'ai fait un peu à l'échelle de l'Afrique. Voilà. Donc, le système GRADE va nous permettre de dire que c'est une étude de haute qualité. Ça veut dire que les preuves que l'on peut considérer comme très fiables. Et la qualité peut être modérée, comme la qualité peut être faible, et comme la qualité peut être très faible. Voilà. Vous avez ces études, vous les mettez ensemble, et puis vous analysez, et vous regardez sur une thématique précise, quel est le niveau de preuves que nous avons pour agir. Allons-y. Et c'est le résumé de ce que je viens de dire. Allez-y. Alors, donc le système GRADE, ça va donc nous permettre de voir des preuves de haute qualité, de regarder les incertitudes, et puis de classer des études qui n'apportent pas grand-chose à la science, à la décision, je voudrais dire. Allez-y. Alors, nous avons, à partir de GRADE, classé l'ensemble des études épidémiologiques que nous avons, que nous utilisons souvent dans nos pays, en Afrique, même en Europe, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes études. Et le classement, c'est celui-ci. Donc, le premier niveau, qui apporte la preuve scientifique, qui apporte une preuve réelle, ce sont les revues systématiques et des méta-analyses. J'ai expliqué tout ça un peu en bas. Les essais contrôlés. Donc là, c'est par ordre décroissant. Les premières études apportent des preuves réelles. Et au fur et à mesure que vous descendez, il n'y a pas grand-chose pour
modifier le cours des choses. Et vous allez voir que la plupart des cas, dans nos pays, nous sommes en bas. On commence opinion, série de cas, études transversales, tout ça, mais on n'arrive pas souvent au sommet. Et donc, ça se pose quand même un certain nombre de questions. Comment est-ce que nous, on fait pour gérer nos systèmes de santé si nous n'avons pas de preuves palpables? Donc, je vous ai mis ça dans le document qui sera partagé. Vous allez pouvoir lire et comprendre que les revues systématiques, c'est l'étude qui rassemble et analyse rigoureusement toutes les données disponibles. Ça veut dire quoi? On prend un certain nombre, une thématique, par exemple la mortalité maternelle, on regroupe toutes les études sur une période donnée et on fait une revue. Et à partir de cette revue, on peut faire des analyses statistiques puissantes pour pouvoir, par exemple, estimer la mortalité maternelle en Afrique. Vous allez voir qu'il y a plusieurs études, mortalité maternelle, il faut mettre tout ça ensemble et booster avec la puissance statistique qui sera la somme en lien avec la taille des échantillons qui sera multipliée par N études et reprendre les analyses pour trouver quelle est réellement la prévalence ou bien la mortalité, le taux de mortalité maternelle en Afrique. Vous voyez? Parce que souvent, ce qu'on déclare aussi, c'est qu'on va dans un hôpital, on collecte des données, on dit, bon, voilà le taux de mortalité maternelle en Afrique. Ce n'est pas le cas. Il faut tenir compte de toutes les études. Et les essais contrôlés, là aussi, c'est des études expérimentales. C'est à travers ces études-là qu'on nous dit que le médicament là, A est plus efficace que le médicament B, par exemple. Et c'est avec ça que nous avons tous les médicaments que nous avons dans nos hôpitaux aujourd'hui. On continue. Et les études de cohorte, c'est ce qui est beaucoup plus utilisé. Eh bien, on observe et puis on regarde dans le temps si les problèmes apparaissent ou pas. Voilà, c'est des études observationnelles qui peuvent être prospectives ou rétrospectives. Et l'étude cas témoin, qui est beaucoup, parfois sous-utilisée d'ailleurs. Là aussi, on se place à un niveau et on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est tout. Et on regarde et puis on tire des conclusions. On descend. Donc, les études transversales, c'est une photo instantanée. Je viens dans cette salle, je vous fais la photo, je dis que le professeur Bileko est assis là, point. Et puis c'est fini. Le lendemain, il ne sera pas assis là. Donc, ce n'est plus la même situation. Alors, nous, souvent, dans mon expérience, j'ai constaté qu'on décide souvent sur cette partie-là. Là où le professeur Bileko est assis, et demain, il n'est pas là, mais nous continuons à décider qu'il était là. Vous voyez? Donc là, ça pose un certain nombre de problèmes. Et les séries de cas, c'est des études purement médicales. Souvent, c'est le dada des médecins pour décrire les cas qu'ils observent au niveau de l'hôpital. Et l'opinion des experts fondée sur l'expérience. Donc, on prend des experts, on les met dans une salle. Nous voulons réduire la mortalité maternelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils donnent des opinions qui peuvent être utilisées pour décider. Voilà, ça aide à la décision, bien sûr. Allons-y. Comment est-ce que nous allons produire des évidences scientifiques à partir des données des routines? Parce que là, c'était les données de recherche. Il faut utiliser des méthodes robustes pour pouvoir le faire. Et j'ai cité toutes ces méthodes et je vais voir tout à l'heure, je vous présenterai tout à l'heure la synthèse de tout ça des deux méthodes. Produire les données scientifiques à partir des données de routine. Et ça, c'est le point chaud dans nos pays. La plupart du temps, nous travaillons sur des données de routine. Le DHS2, EWAS, ainsi de suite, on décide et puis c'est parti. Alors, dans les systèmes de santé, les évidences scientifiques ne proviennent pas uniquement des études épidémiologiques et scientifiques. Dans les données de routine, ça constitue un gisement inestimable d'informations. Et le DISER, qui est le responsable du système d'information sanitaire au Congo, est dans la salle, il a une mine avec lui d'informations que nous avons besoin pour planifier de manière efficace. Mais ce qui se passe, moi j'ai analysé quelques données dans d'autres pays en Afrique, dans le cadre des consultations. Ce sont les mêmes problèmes qui se posent. On a des données, mais ils sont totalement pas souvent trop fiables, avec beaucoup de lacunes. Alors, donc, les données de routine sont là et ils vont nous permettre d'estimer les performances d'autres systèmes. Mais encore faut-il transformer ces données brutes en informations fiables. Voilà tout le nœud du problème. Le problème ici, on collecte, mais comment transformer en données fiables pour que ça soit utilisé pour décider. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, donc, les données de routine sont des données collectées de façon continue dans les systèmes de santé pour des besoins administratifs, cliniques ou programmatiques.
Donc, vous avez des registres, tout ce qu'il y a, la panoplie des registres que vous avez dans des hôpitaux, dans les CSI, on en a beaucoup. On peut collecter correctement nos informations-là et les transformer en décisions politiques assez pertinentes. Donc, la particularité de ces données, ils sont pas collectées dans le cas de la recherche. Ces données ne sont pas collectées dans le cadre de la recherche. La recherche, ici, ça suppose une méthodologie, des objectifs précis et avec une méthode assez rigoureuse. Et la méthode est connue. Voilà. Pourquoi produire des évidents à partir de données routines? Disponibilité, ces données sont disponibles, mais ces données permettent de répondre à des questions qui sont déjà établies dans les objectifs de certains programmes, sinon du ministère de la Santé. Alors, source des données de routine, je ne vais pas les détailler, on connaît, on sait qu'il y a beaucoup de plateformes qui sont mises en place à travers l'Afrique, partout, et même ici dans notre pays, il y a plusieurs plateformes, mais ces données sont disparates, ce n'est pas ensemble. Les données n'étant pas ensemble, le problème se pose déjà. Donc, il faut les mettre ensemble. Vous allez partir au laboratoire national, il a sa base de données là-bas. Vous allez au CHU, le CHU a sa base de données là-bas. Donc, c'est registre, et ainsi de suite. Et ce n'est pas collecté. Et ça, c'est un peu partout. Ce n'est pas seulement chez nous. Et dans le giron de la sous-région, c'est le même problème qui se pose. Et les données complémentaires qui peuvent exister, et aujourd'hui, avec des données géospatiales, des systèmes d'information géographiques. Allez-y. Et nous avons EWARS, c'est nous ici. Alors, pour produire ces données, nécessité de les transformer en évidence. Voilà le nœud maintenant. Alors, étape numéro 1, disponibilité et extraction des données. Donc, ça, c'est ce que j'ai constaté dans la sous-région, dans les pays où j'ai pu traverser, travailler pour la gestion des données, la disponibilité et l'extraction des données. Donc, souvent, on vérifie l'exhaustivité, ça existe ou pas. Exhaustivité, est-ce que toutes les formations sanitaires ont produit les données des rapports attendus? Est-ce que les données qui devraient être censées être produites ont été produites à 100%? Ça, c'est l'exhaustivité. Et la promptitude, c'est le rythme avec lequel les rapports sont envoyés et organisation des datasets, donc des bases, comment les données sont organisées, on traite tout cela. Et deuxième étape, nettoyer, valider, donc détecter les doublons, tout ça, et on fait bien ici. Troisième étape, c'est des analyses statistiques. Et c'est là, il faudrait qu'il y ait de l'expertise à ce niveau. Donc, décrire des tendances, des analyses spatiales et comparatives pour essayer un peu de voir les données nous emmènent à quelle décision. Allez-y. Interprétation. Et là, c'est le nœud du problème. On a des données qui sont produites et analysées, on produit quelques supports et puis on ventile. Mais ces données ne sont pas souvent interprétées par l'ensemble des acteurs. Voilà tout le problème. Ça doit être interprété de manière à ce que ces données soient validées. Et la production des évidences, souvent, vous allez voir que nous, on produit un bulletin épidémiologique. Voilà. Donc, il y a des tableaux de bord qu'il faut sortir, les fiches décisionnelles qu'il faut sortir, les bulletins épidémiologiques, les notes de politique sanitaire en lien avec une thématique par rapport à ce qu'il y a dans les bases de données et des recommandations opérationnelles. Donc, aujourd'hui, la 10 heures ne va pas se limiter juste à produire le bulletin, mais il faut des recommandations techniques sur des points précis par rapport à des situations observées. Allons-y. Analyse épidémiologique adaptée aux données de routine. C'est-à-dire, quand vous avez des données de routine, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les tendances. On fait l'analyse spatiale. On fait la surveillance épidémiologique. C'est pour ça qu'on a une direction qui s'occupe de la surveillance épidémiologique. Continue. On fait l'analyse programmatique. Et ça, c'est très important. L'analyse programmatique. L'analyse programmatique veut dire que, par exemple, dans le cas du VIH, on va regarder le taux de rétention, le taux de suppression virale, la couverture. Il y a des études de couverture vaccinale. OK. Et puis, l'incidence du paludisme par district, par exemple. Mais le point qui manque dans l'analyse, souvent, dans nos programmes, c'est l'évaluation rapide d'impact.
avant et après. On a fait la stratégie et on fait un rapport et après on dit, bon, ces résultats-là, c'est par rapport à nous. Non, il faut maintenant comparer avant et après. Avant l'intervention, il y avait quoi? Donc, nous allons vers la fin, à partir des données de routine, évaluer, faire des évaluations rapides d'impact. Et c'est obligatoire. Et nous ne le faisons pas encore. Dans la plupart des cas, ce n'est pas fait. On attribue des résultats à des programmes, mais qu'on n'a pas évalué si ce sont ces interventions qui ont modifié le cours des choses ou pas. Et ça pose problème. Il va falloir que nous intégrons l'évaluation systématique de nos interventions avant et après. Les interventions au niveau programmatique, tous les programmes de santé doivent passer par ce processus. Ce n'est pas le fait de produire des indicateurs, des chiffres, mais est-ce que ces chiffres sont vraiment en lien avec l'intervention? Maintenant, j'aborde une partie assez importante de la gestion des données de routine. Et c'est là où on a souvent constaté des problèmes. J'ai évalué les mêmes données, les données par exemple, de vaccination dans certains pays comme le Burundi, le Comores et autres, j'en passe. Et on a des situations qui apparaissent et il y a des méthodes assez simples. Alors, les indicateurs que nous avons souvent, ce sont ces indicateurs qui sont là. L'exhaustivité. Donc, complétude des rapports, complétude des données dans l'exhaustivité. La promptitude. Donc, pourcentage de rapports soumis à temps, ça, on le fait très bien. Et quand vous regardez tous les rapports, vous pouvez faire la synthèse de tous les rapports, par exemple, de PEV, vous allez voir qu'ils ont regardé cette partie, la complétude des rapports, ainsi de suite. Même dans les travaux que les DISER font, ces informations ne manquent pas. Maintenant, c'est la suite là qui manque. L'exactitude des données. Est-ce que ces données sont réellement exactes? Ce qu'on a rapporté là, au niveau central, est-ce que c'est exact? Le problème commence là. Est-ce que ces données sont consistantes dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas trop de modifications dans le temps, dans un même contexte? Vous êtes en 2024, vous avez les effectifs de naissance, par exemple, de 2000, et en 2026, curieusement, vous êtes à 6000. Vous voyez? Ça ne marche pas scientifiquement. Donc, il y a parfois des erreurs dans ces choses-là. Et puis, la validité externe, c'est la comparaison avec d'autres sources. Des sources des Nations Unies. La population que nous utilisons, est-ce que c'est la même, les sources de l'INSS, l'Institut de la statistique? Voilà. Nous avons des chiffres, on essaie de faire des analyses, mais ces analyses ne concordent pas avec la réalité, parfois, sur notre système de santé. En ce qui concerne les indicateurs de cohérence, donc, les données cohérentes sont cohérentes si, dans le même échantillon, sont cohérentes si conformes dans le même échantillon, au fil du temps, ainsi de suite. Et ça, on fait des courbes de régression pour pouvoir associer ce que vous avez obtenu sur des tendances initiales, sur les résultats initiaux, pour avoir des courbes et vous regardez des valeurs qui sont aberrantes. Et ça, je n'ai pas encore vu ça dans la plupart des rapports que nous faisons, que ce soit ici ou bien que ce soit dans les autres pays que j'ai regardés. Et j'ai réalisé ces études, disons, j'ai analysé ces données avec ces cohérences populationnelles, cohérences de couverture, pour voir si ça accorde. Ça ne s'accorde pas souvent. Voilà tout le problème. Et quand ça ne s'accorde pas souvent, ça veut dire que cette donnée-là n'est pas valide. Mais nous utilisons ça pour décider. On continue. L'indicateur d'exactitude, c'est simple. Je vous dis ça de manière simple. On prend les données qui sont rapportées par le DISER, donc la direction de l'information, et on va sur le terrain. Si on a dit qu'à Evo, il y a des cas de tuberculose, on va là-bas pour voir le registre des veaux là-bas, si on a enregistré ces cas réellement. Et le rapport entre les deux données doit être égal à 1. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes choses. Mais dans la plupart du temps, je vous assure, c'est pas ça. Et c'est là le problème. Donc, les données sont rembourrées au niveau national et sur le terrain, ce ne sont pas les mêmes données. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas des vraies données. Ce n'est pas fiable, voulais-je dire. Voilà. Donc, de manière générale, et ça, j'ai observé dans
Dans les pays en Afrique, c'est là où j'ai essayé de réaliser ce genre d'études, j'ai constaté effectivement qu'il y a un écart entre les données qui sont mises dans les rapports au niveau politique et stratégique et ce qui se passe sur le terrain. Ça sont des indicateurs de qualité des données. Alors, vous avez des outils assez simples. L'OMS met à disposition un certain nombre d'outils. On utilise ça simplement. Même dans le DHS2, là, vous ouvrez, là, il y a une rubrique des options qui vous permet d'analyser la qualité de vos données. Moi, je les ai faits à l'étranger à partir du DHS2. Donc, je prends toutes les données, je sors je fais l'analyse de qualité de toutes les données disponibles dans ce jeu. Et ça vous donne des résultats qui vous permettent d'améliorer. Et ça sont des données vérifiées. Alors, l'état de lieu de la production des évidences en Afrique. Je vais essayer de raccourcir. Alors, donc, c'est d'abord, la disponibilité des données qui pose problème, et je viens de l'expliquer. Il y a des défis structurels, insuffisant de budget dédié à la recherche, tout ce que vous savez, faible articulation entre chercheurs, décideurs et communautés. Ça n'existe même pas, souvent pas. Nous, on produit nos données scientifiques, on les garde pour devenir, on va me traiter de tout, devenir chef, et puis le reste, on est professeur. Voilà. Et sur le terrain, on ne sait même pas si vous avez fait les recherches. Et ça pose problème. Donc, on ne travaille pas pour soi, mais on travaille aussi pour la communauté. Et c'est ça même le rôle de l'université. Voilà. Et dépendance aux financements internationaux, et là, c'est ça qui empêche la recherche. Parce que la recherche est financée par à-coup, selon les besoins du bailleur. Et là, en ces temps, vous ne pouvez rien faire. Mais aussi, surtout, le fait que les unités de recherche ne sont pas mises en avant. Les unités de recherche. La recherche doit être transversale. Moi, je vais faire la recherche, je suis méthodologiste, il me faut un statisticien pur avec moi, il me faut un sociologue pur avec moi, et ainsi de suite. Je ne peux pas faire tout seul. Mais nous, souvent, on fait tout seul. Et on sort de gros papiers, et puis c'est bon. C'est bien, mais ça sert à quoi en ce temps-là? Et constat majeur de notre congrès, c'était le besoin de standardisation, d'harmonisation, de modernisation. Alors, les forces dans l'utilisation des données, on sait déjà, c'est l'amélioration des capacités de surveillance. Les DHS2 aujourd'hui, c'est un peu développé. Les réseaux sentinelles, récemment, on a présenté une étude sur le VIH et les femmes enceintes. C'est par le programme national de lutte contre le sida, dans leur réseau sentinelle. C'est très bien. Et ces études de la sentinelle, ça nous permet, si c'est bien conduit, ça nous permet de réduire les coûts de grandes études pompantes que nous faisons. On va faire les DS. Voilà, vous voyez, combien? On va faire la séroprévalence nationale du VIH. C'est très compliqué. Il faut le magot, l'argent. Mais entre-temps, on n'en a pas. Et donc, vous allez voir qu'on a des études grandes comme ça qui ont été faites il y a 20 ans et on n'arrive pas à répéter. Mais il faut renforcer dans les réseaux sentinelles. Et ainsi de suite. Donc, les faiblesses sont connues. Par rapport aux évidences, je reviens là-dessus. Je vous donne ça l'aperçu. J'ai pris sur Google Sémantique un certain nombre d'études. J'ai recensé au hasard des études sur la mortalité. J'ai mis juste le mot mortalité maternelle en Afrique subsaharienne. Et ça me sort une quarantaine d'études. Une quarantaine d'études. Et j'ai mis dans grade. Voilà le résultat. Ce sont les 40 premières études qui apparaissent sur ces études ont été conduites depuis 1997 jusqu'à maintenant. Voilà ce que ça vous donne. La mortalité maternelle, c'est vraiment la situation qui nous préoccupe aujourd'hui. Mais les études, voilà comment ça donne. Et quand vous regardez le grade, tout à l'heure que je vous ai dit, les essais cliniques et les recommandations de l'OMS, vous voyez là-bas, une étude. Donc, pour le reste, la majorité des études, les preuves sont observationnelles et rétrospectives, et puis fournissant une qualité faible. Comment nous, on lutte contre la mortalité maternelle, on veut vraiment réduire significativement, mais nous n'avons pas de preuves au-delà des discours. Ça, c'est scientifique. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et donc, c'est une situation alarmante et c'est grave.
On ne peut pas réduire la mortalité maternelle à travers des slogans. Il faut des études réelles, contextualisées, pour réduire réellement la mortalité, avec des preuves palpables. Donc ça, ce sont des études. On continue. J'ai pris d'autres études. Cette fois-ci, sur le paludisme, qui est aussi fréquente ici, c'est l'un des problèmes de santé publique les plus répandus en Afrique subsaharienne. Et voilà la réponse. Les études élevées, donc de qualité élevée, sur cette période, 30 études que j'ai prises au hasard. Ce sont les deux premières colonnes qui apparaissent. Quand vous rentrez sur les logiciels qui vous donnent les études, j'ai pris juste au hasard, de première ligne, deuxième ligne, donc 30 études, et puis ça me donne les résultats, comme ça. C'est-à-dire, dans ces études, il n'y a aucune étude qui apporte les valeurs. Et le reste des études, c'est juste des hypothèses. Le reste des études, là, c'est des hypothèses. On apporte des hypothèses, peut-être que. Mais quelle est la réalité? Personne n'en sait. Et c'est ça qui est dangereux. On continue. Ça, c'est donc les évidences. Donc, les défis, il y en a donc beaucoup. Vous venez de voir tout ça. Disponibilité limitée de données, qualité et accessibilité des données, faible analyse, capacité analytique. On n'a pas assez, souvent, des ressources. Et je félicite souvent le MES qui pousse un peu les gens, les jeunes sur le terrain pour pouvoir aider à collecter les données, et ainsi de suite. Dans le cadre du programme qu'on a eu avec eux, un très bon programme sur les consultants juniors. Aujourd'hui, bon, je ne sais pas si ça va continuer, mais j'aurais aimé que les consultants juniors continuent. Intégration des données dans les politiques. Les décideurs n'utilisent pas systématiquement les preuves pour orienter les stratégies. Ça, ce sont des défis. Les contraintes contextuelles, instabilité, ressources, tout ça. Tout ça, c'est regroupé et ça empêche à ce que nous puissions aller vers le développement sanitaire attendu. Les pistes d'amélioration sont nombreuses. Renforcer les systèmes de données, donc la digitalisation, la standardisation, la collecte en temps réel. En temps réel. On ne va pas attendre demain, un mois pour dire qu'est-ce qui s'était passé. On doit savoir tout ce qui se passe aujourd'hui, développer les compétences locales. Donc, au niveau sous-régional, bien sûr, la formation en épidémiologie. Aujourd'hui, il y a, déjà, par exemple, au Congo, il y a quelques années qu'on a ouvert le cycle d'épidémiologie. Vous voyez? Donc, on a des problèmes. Même là, pour la majorité des problèmes de santé chez nous sont infectieuses. C'est des maladies infectieuses. On n'a même pas une spécialité de maladies infectieuses chez nous. Il y a parfois 2 personnes qui se taillent le luxe et puis après, c'est fini. Et quand ils partent, il n'y a plus rien. Et on reprend tout à zéro. Donc, ce cycle-là, ça ne marche pas. Voilà. Donc, ce sont des choses que nous connaissons, mais on ne veut pas changer. Il faut donc institutionnaliser l'utilisation des preuves. Et là, ça passe par des comités scientifiques. Le ministère doit avoir un comité scientifique qui valide les données de recherche et qui aide à la décision, y compris les données de routine. Ils doivent être validées avant d'être utilisées et des mécanismes de synthèse des données par les décideurs. Les études contextuelles pour adapter les interventions aux réalités africaines. Nous avons vécu cela pendant la Covid. On nous a dit, bon, voilà, les tests là sont efficaces là-bas, il faut utiliser ici. Nous, on a dit non. On regarde d'abord chez nous, est-ce que c'est efficace? On a regardé, ce n'était pas efficace. Et donc, si on avait, entre-temps, il y a des gens qui avaient déjà acheté et on a mis de côté. Et donc, de l'argent jeté, alors qu'on avait besoin d'argent. Vous voyez? Donc, si les décisions ne sont pas basées sur le réel, conséquence, c'est cela. Renforcer la culture décisionnelle fondée sur les preuves. La culture décisionnelle fondée sur les preuves. Il nous manque cette culture. On se retrouve là, tout de suite, tout le monde oublie même qu'ils sont des scientifiques. On commence à décider, bon, voilà, on va mettre ceci là-bas. Mais vous allez mettre sur quelle base? Sur quelle base? Bon, sur la base de l'argent. Oui, bon, ok, on a 10 millions. Bon, 5 millions pour ceci, 5 millions pour là-bas. Mais pour quel résultat? Rien. Donc, on a des problèmes à ce niveau. Allez-y. Alors, comment donc obtenir des évidences scientifiques et les transformer en décisions robustes? Cette fois-ci, on va vers la transformation. Comment on trouve des décisions robustes? Donc, ça, c'est la procédure assez simple. À partir de données de routine, par exemple, de DHS, tout ça, vous avez collecté, OK, il faut produire des données nouvelles à travers des études. Des études de cohorte, tout ce qu'on vient de dire, et
faire des revues systématiques, ainsi de suite. Les données de routine ne suffisent pas. Voilà. Et analyser, interpréter les données, former des équipes statistiques, épidémiologiques, ainsi de suite. Allons-y. Transformer l'évidence en décision efficace. Comment ça se passe? Structurer le processus décisionnel. Et nous n'en avons pas, la plupart du temps. Le processus décisionnel à partir de données. Il y a des instances qu'on crée. Créer des comités ou plateformes de décision fondées sur les preuves. Ça doit exister dans nos pays et définir des critères clairs pour que ça ne soit pas un coup d'épée dans l'eau et puis agir rapidement et avec pertinence en mettant en place des systèmes d'alerte. Bon, nous en avons avec peut-être encore beaucoup de faiblesses. Mais là, au moins, on en a. On a essayé d'évaluer, on sent que le taux de détection des situations reste très faible par rapport, donc le système d'alerte n'est pas souvent assez optimal. La communication et le dialogue, traduire les résultats scientifiques en recommandations claires et compréhensibles pour les décideurs. Ça, c'est très important. Et appliquer les chercheurs, décideurs, communautés pour renforcer l'adhésion. Il faut faire un suivi et ajustement, mettre en place un suivi des décisions et de leur impact. On a décidé à partir des données et il faut donc les suivre. Qu'est-ce que ça donne et quel est l'impact de tout ce qu'on a décidé? Allons-y, on va bientôt finir. Alors, si on fait la somme de tout cela, la conférence, sinon le premier congrès d'épidémiologie et de santé publique, avait déjà fait le tour de tous ces éléments à travers un certain nombre de recommandations qui sont en ligne sur le site du congrès. Mais je voudrais juste rappeler que c'est le congrès d'épidémiologie et de santé publique, à juste titre, monsieur le représentant a dit tout à l'heure que le MS avait apporté un appui significatif et je continue toujours à les remercier pour cela, pour la tenue de ces premières assises à connotation internationale, où il y a eu environ plus de 450 000 participants au centre de conférence de Kintele, où on a regroupé environ 15 pays avec des décideurs, des chercheurs, et c'était un moment assez pathétique puisque c'était sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement du Congo, avec plusieurs ministres qui sont arrivés sur place. Et c'était une réussite à ce niveau-là. Les gens peuvent témoigner. Et nous avons donc discuté pendant ces congrès-là sur la production et utilisation des données, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, le renforcement des systèmes d'information, les priorités de recherche adaptées au contexte. Quelles sont les priorités de recherche ici au Congo, au niveau du système de santé? Quelles sont les priorités? Il doit y avoir un répertoire. Voilà les priorités de recherche. Il n'y en a pas. En Afrique, de manière générale, à travers le CAMES, ils orientent un peu dans ce sens. Voilà. Maintenant, nous, à notre niveau, puisque ça c'est au niveau sous-régional, il faut un répertoire. Et pour la première édition avait eu lieu donc à Brazzaville. Et on pense pouvoir tenir la deuxième édition en février 2027. Alors, je vais aller vite. Il y a 10, c'est par là qu'on va terminer. Il y a 10 recommandations qui ont été émises pendant cette conférence. La professionnalisation de l'histoire des maladies et des épidémies. Alors, je viens de vous dire tout à l'heure que à chaque fois on se réveille à une épidémie et puis on cherche dans les sacs, qu'est-ce qu'on avait fait la fois dernière? On ne sait rien. Donc, souvent, on va chercher des documents chez le professeur Ndiessi qui est déjà à la retraite dans son ordinateur. Voilà. Donc, on n'a pas mis en forme. Donc, il faut formaliser la discipline en reconnaissance comme champ. C'est-à-dire que l'histoire des maladies et des épidémies devient un champ sur lequel nous devons enseigner à l'université pour pouvoir faire en sorte qu'on n'oublie rien. Ça devient comme notre mémoire collective. Voilà ce qui s'était passé, voilà les résultats, voilà les approches, ainsi de suite. On doit documenter tout ça. Et ça doit rester. Voilà. Intégrer des sciences sociales et médicales. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc croisement de perspectives cliniques, épidémiologiques, sociales. On ne peut pas faire la recherche seul dans sa cuisine sur le tabouret en train d'écrire l'article qu'on va publier dans PLOS ONE. Ce n'est pas de bons travaux. Et ça pose problème. On continue. Deuxième, allez-y. Allez-y. Voilà. Deuxièmement, renforcement de la production et de l'utilisation des données probantes. Donc, encourager la collecte, mettre en place des plateformes nationales de partage des données. De partage des données.
Le DHS2, c'est on collecte et puis il y a quelques codes et tout ça, mais de partage de données. Ce qu'on a produit là, est-ce que tout le monde en a reçu? Est-ce que les partenaires en ont reçu? Et ainsi de suite. Et promouvoir la recherche locale en santé publique pour produire des évidences adaptées au contexte africain. Là, vous êtes dans le renforcement de la production. Troisièmement, formation et renforcement des capacités. Intégrer la formation en épidémiologie d'intervention et en utilisation des données probantes. Et organiser des sessions régulières de renforcement des capacités pour les décideurs et les gestionnaires, les décideurs. Et ça, c'est tant qu'on n'intègre pas les décideurs dans ces formations sur les données, on restera toujours au point mort. L'intégration des... Ça, c'est une autre recommandation en lien avec l'intégration des évidences dans les politiques publiques. Instaurer des comités scientifiques consultatifs. Et ça, je pense que... Je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas souvent. Bon, parfois, quand on les prend aussi, ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il faut mettre les moyens. Développer les guides méthodologiques pour l'élaboration des politiques de santé basées sur les évidences. Basées sur les évidences. Allons-y. Collaboration multisectorielle interinstitutionnelle. Favoriser des collaborations de chercheurs, institutions académiques, ainsi de suite. Donc, on est à Brazzaville, on peut travailler avec l'Occident comme on veut. On a formé des docteurs en partenariat avec d'autres universités. Et c'est ce que nous continuons à faire. Et créer un cadre de dialogue permanent entre les producteurs de données, qui sont les chercheurs, et les utilisateurs finaux. Donc, les cadres de concertation. On devrait être là. Je vois souvent des formations de recyclage, ainsi de suite. Mais on recycle quoi? Vous voyez? Qu'est-ce qu'on recycle là réellement? Quelqu'un qui est dans le système pendant 10, 30 ans, on est en train de le recycler chaque année sur les mêmes choses. Il pique. Cette personne-là pique tous les jours les bébés. Mais on doit le recycler chaque année. Bon, je ne comprends pas ça. Et ça est de l'argent qu'on peut maintenant affecter à ce genre d'activité. On continue. Sensibilisation à la culture de l'évidence scientifique. J'ai soulevé ça comme problème. Donc, promouvoir une culture de l'évaluation rigoureuse des interventions de santé publique. Et ça, il faut beaucoup d'acteurs. Et je pense que nos partenaires vont certainement nous aider dans ce sens. Parce que ici, ça devient comme un plaidoyer. On dit qu'on a des situations qu'on peut gérer. Et c'est facile à gérer ce genre de situations. Parfois, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Voilà. Encourager la publication et la vulgarisation des résultats en langage accessible. Ça veut dire que quand j'ai fini d'écrire et publier dans, je ne sais pas, infection disease, ça reste là-bas, c'est même en anglais, personne n'a accès. Et le lendemain, on dit, bon, tu es devenu professeur. Maintenant, ces informations, est-ce que c'est utilisé dans votre contrée là-bas? Rien. Vous voyez? Donc, il faudrait qu'on facilite tout cela. Et allons-y, on va vers la fin. Mobilisation des ressources, je l'ai déjà dit, il nous faut suffisamment de moyens. Allons-y. Suivi et évaluation des politiques de santé, c'est une des recommandations qui a été faite. Instituer des mécanismes d'évaluation périodique de l'impact des politiques publiques sur la santé des populations. Et documenter les bonnes pratiques. Et j'aime souvent les pratiques au niveau de l'OMS. Quand j'ai travaillé un peu avec eux en tant que consultant, vous allez voir qu'ils documentent les bonnes pratiques. Et après, ils diffusent ça l'OMS diffuse ça à travers le monde pour que vous puissiez les utiliser. Vous voyez? Mais nous, ce sont nos pratiques. Mais nous-mêmes, nous, on ne les documente pas. On attend que l'OMS dise que recommandation de l'OMS. Ah non. Mais nous, ça vient de chez nous. Voilà. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions documenter, tirer des leçons et ne pas répéter les mêmes erreurs. Et enfin, alors, ça, j'ai voulu mettre ça un peu, il reste 2 recommandations. Cette recommandation, c'est d'intégrer la question du vieillissement de la population dans les politiques de santé publique. On a l'impression que nous sommes restés au point mort. La population est en train de vieillir. À 2050, le Congo, 2,5 milliards. Oui? Et ça va très vite. C'est-à-dire qu'en 1900, on est à 100 millions et nous sommes à, bientôt, on est à 1,4 milliard en 2022, et ainsi de suite. Ça ne sait qu'aller comme ça. Et nos systèmes de santé restent inertes. On ne s'adapte pas. Donc, il y a un problème. Donc, d'ici quelques années, les problèmes que nous résolvons aujourd'hui, le paludisme, la mortalité maternelle, les personnes âgées ne font plus de bébés. Donc, vous allez rester avec vos histoires de bébés, mais eux, ils vous posent maintenant d'autres problèmes.
et le système de santé doit s'adapter rapidement à cela. Cette recommandation-là, c'est uniquement ça. On ne peut pas laisser les seniors aujourd'hui comme ça, avec les problèmes qui arrivent, et ça va plomber nos efforts. Dans cette transition-là, aura un impact. Allons-y. Et je pense que le tout dernier, renforcer la prise en compte de la santé mentale, cette fois-ci. Ça a été épinglé pendant la conférence, dans les politiques et programmes de santé. Vous allez passer dans la rue, là, il y a des gens qui sont abandonnés, tout ça, avec des problèmes mentaux. Souvent, on peut résoudre tout ça. Vous voyez? Donc, promouvoir la recherche en épidémiologie sur les troubles mentaux, en documentant leur prévalence, leurs déterminants et leur impact sur la santé globale de la population. Si je fouille sur PubMed des études sur les troubles mentaux au Congo, vous allez voir qu'il n'y en a pas. On va trouver peut-être 5 études que les chercheurs qui travaillent dans le domaine ont fait pour devenir enseignants, tout ça. Sinon, il n'y a pas grand-chose. Intégrer la santé mentale dans les décisions, dans les soins de santé primaire, développer les stratégies de prévention, sensibiliser les décideurs et renforcer la formation professionnelle. Et le professeur Mwanga me fait souvent appel sur cette question de la formation professionnelle des personnes, des spécialistes. Ce sont les infirmiers spécialisés. Allons-y. Alors, je vais conclure en 3 mots, je pense. Alors, après avoir dit tout cela, vous comprenez que là, nous avons essayé de montrer comment on obtient l'évidence scientifique et quel est le processus pour transformer cela en données probantes, les données qui peuvent être utilisées pour la décision. Et pour cela, nous avons donc pu montrer l'importance des évidences scientifiques. Les décisions doivent être basées sur des données fiables pour être efficaces et équitables. Il y a eu des progrès, mais il reste encore des disparités. Les systèmes de collecte de données existent, mais la qualité et l'accès restent limités dans les pays africains. Il y a des défis en matière d'utilisation. Les décideurs utilisent peu les données. Je garde ce mot entre parenthèses à cause de l'insuffisance des compétences, en fait. C'est-à-dire que nous, on se retrouve dans des situations où même parfois les décideurs ne comprennent pas ce que vous voulez dire. Et là, ça pose problème. Et donc, tout à l'heure, on a dit qu'il faut se sensibiliser. Et ce n'est pas une fatalité, parce qu'on n'est pas du même domaine. Il y a parfois un décideur qui est, par exemple, du domaine de la pêche, par exemple, mais il dirige un département qui demande à ce qu'on doit expliquer ce qu'on a fait dans la recherche, dans le domaine spécifique. Donc, les approches de recherche sont transversales. Donc, on comprend vite ce qui a été fait et puis on adapte. Voilà. La formation et renforcement des capacités. Former des décideurs et professionnels. Ici, je parle et des décideurs et des professionnels à l'analyse et à l'interprétation. Ça veut dire que ça, c'est possible. On va dire aux gens que voilà le b.a.-ba des analyses. Voilà ce que nous faisons. Parfois, le décideur a un doute sur ce qui a été fait. Donc, il faudrait qu'il comprenne un peu la procédure. Et j'en ai eu pendant la COVID-19. Je fais une étude nationale de prévalence pour regarder si le Congo, à travers le pays, a déjà des anticorps et qu'on puisse limiter l'utilisation des vaccins pour renforcer juste pour ceux qui en ont réellement besoin, c'était compliqué. Très compliqué. J'ai dit, bon, la taille de l'échantillon, on a calculé, ça nous fait, je crois, 10 000. On dit, mais le Congo a 6 000 habitants, vous avez fait sur 10 000 comment? Il y a des gens, même des chercheurs. Vous comprenez ça? Donc, il faut discuter. Parce que, j'ai dit, c'est un sondage, non. Heureusement qu'on a pu faire passer, et c'est ce qui a contribué à l'arrêt de certaines activités qui étaient liées à la COVID-19. Donc, les preuves apportent la décision. Ça a été fait. Et c'est difficile de le faire. Collaboration et partenariat, alors là, le MES nous fait souvent cette leçon de partage de données. On harmonise les méthodes au niveau régional et international. Il faut harmoniser pour qu'on ait presque les mêmes données. Donc voilà, de manière un peu allongée, ce que je devrais vous dire à propos de cette thématique qui est d'une importance capitale pour nous et que nous devons nous mettre au travail à travers un certain nombre de recommandations pour pouvoir faire en sorte que les décisions prises
puisse être le fait des données réelles, et des données qui aident à améliorer l'indicateur, le cours des indicateurs de santé dans notre pays et généralement, de manière générale dans notre sous-région. Je vous remercie.